le Avro Vulcan. Au salon de Farnborough de 1952, un tout nouvel appareil fut dévoilé, tout juste sorti de la liste des projets secrets. Le monde de l'aviation fut stupéfait lorsque le pilote d'essai, le Wing Commander Falk, lança son appareil dans de formidables et impressionnantes manœuvres. Le Avro Vulcan, le premier bombardier AL Delta. Pendant 12 ans, de mi-1957 jusqu'à mi-1969, la force constituée de bombardiers anglais armés d'armes nucléaires n'a pas seulement constitué l'épine dorsale de la Royal Air Force, mais aussi a représenté une partie importante du socle de la défense nationale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait que peu d'hésitation à propos de l'intérêt pour les Britanniques de développer ses propres armes nucléaires. Et puisque les scientifiques anglais avaient joué un rôle crucial lors du programme atomique pendant la guerre, l'Angleterre avait désormais l'accès à cette technologie. Le premier Vulcan a décollé de son usine le 2 août 1952, piloté par Rolly Falk, chef pilote qui survola le Cheshire et le Lancashire pendant 2 heures et demie. Tout le trafic aérien dans les zones de Manchester, du Cheshire et du Lancashire fut stoppé parce que personne ne devait l'apercevoir. C'était impressionnant. Et c'est ainsi que le Vulcan est arrivé. Une semaine plus tard, il se posa au salon de Farnborough. Il le manœuvrait comme un chasseur. C'était incroyable pour un avion de plus de 70 tonnes comme celui-ci. Je veux dire 70 tonnes à vide, car il peut emporter 30 tonnes de carburant et à pleine charge. Il peut dépasser 100 tonnes et je pense que c'est une performance incroyable. La stratégie aérienne entrait dans une nouvelle ère. Elle suivait la paix difficile de la fin des années 40 et de la guerre froide des années 50. Un rideau de fer étendait son ombre à travers le monde. Les démocraties faisaient face aux dangers en Europe et en Asie, et les tensions ne faisaient que s'accentuer. Les États devaient lutter pour préserver la paix. Mais dans ces années, nous avions eu la preuve que les autres ne ralentissaient pas le développement de leurs puissantes forces de destruction. Grâce à l'intelligence de l'état-major, les Anglais ne restaient pas à la traîne. Ils avaient vu l'importance d'un appareil capable d'emporter les plus mortelles charges de bombes plus haut, plus vite et plus loin que jamais. C'est en janvier 1947 que les spécifications pour un tel bombardier furent envoyées à Avro & Co. Les ingénieurs d'Avro avaient déjà examiné le problème de la création d'un nouvel appareil capable de ces très ambitieuses performances, réclamées par le ministère, mais maintenant c'était devenu une commande ferme. Roy Evans, ingénieur en chef, expliqua les problèmes que ça impliquait. Un avion conventionnel aussi gros avec des ailes en flèche semblait la solution évidente. Mais ça ne marchait pas non plus. Les ailes étaient trop grandes et trop lourdes. Une solution alternative, sans queue, fut étudiée. Mais là encore se posait la question du poids. La spécification exigeait une vitesse de croisière très élevée, proche de celle du son. Et ça signifiait que les ailes devaient avoir une grande finesse, une charge assez faible et une flèche très prononcée. Les études de ce projet nous conduisaient donc vers une formule triangulaire ou delta qui pouvait donner la meilleure combinaison. Le delta amenait beaucoup d'avantages. La charge à l'air restait raisonnablement basse, de même que les vitesses et distances de décollage, même sans l'usage de volets,
ou d'autres dispositifs hypersustentateurs compliqués. Les ailes à faible allongement donnaient d'excellentes qualités de vol en dépit de leur flèche importante. La structure de l'aile est intrinsèquement rigide et solide et donne suffisamment de place à l'intérieur pour y placer les réacteurs, les réservoirs de carburant et le train d'atterrissage sans porter préjudice à l'aérodynamique générale. Pour éviter les problèmes de poids et de complications liées à un empennage, le contrôle en tangage est fourni par des élévateurs en bord de fuite de l'aile. Plus nous étudions les spécifications du ministère de l'Air, plus le Delta semblait être la meilleure réponse. La décision finale fut prise. Evero construirait un Delta. Dans la soufflerie de la compagnie à Woodford, les caractéristiques aérodynamiques des nouvelles formes sont minutieusement examinées. On connaissait assez peu les caractéristiques pratiques de l'aile Delta, si bien qu'une décision assez inhabituelle fut prise. Un avion expérimental, une réplique au tiers du nouveau bombardier, fut construit afin d'effectuer les recherches en maniabilité du nouvel appareil. C'est à cette étape, début des années 50, que M. Rolly Falk a rejoint la compagnie. M. Falk en connaissait probablement plus que n'importe quel autre pilote sur l'aile Delta. Il a commencé les vols de développement à un moment crucial. 2 avions d'expérimentation à l'échelle 1/3 ont été fabriqués pour évaluer les caractéristiques de vol du bombardier prévu. Le 707A était fait pour des vols à haute vitesse et le 707B pour les vols à basse vitesse. Le 707B a été le premier construit. Dès que nous avons été satisfaits de la maniabilité à basse vitesse du Delta, j'ai commencé les tests du prototype à haute vitesse, le 707A. C'était la première fois qu'un avion Delta volait en Angleterre, et il attisait une grande curiosité qui s'étendait au-delà du monde des professionnels de l'aéronautique. Ces journées des années 50 étaient bien remplies. Pour la petite équipe Avro Delta, la vie semblait se résumer autour de la petite cabane du ministère de la Recherche à Boscombe Down. Pendant tous les essais, des caméras automatiques ont enregistré les données des 24 instruments. Le film était récupéré pour être développé après chaque vol, pour que les informations soient analysées avant le vol suivant. Plus tard, les instruments furent équipés afin de faire leurs propres enregistrements automatiquement. Pendant que ces recherches allaient bon train, une maquette d'aménagement à taille réelle du Vulcan a été construite. En plus, la compagnie installa plusieurs nouvelles plateformes de test. Sur cette plateforme, le système de commande de vol était installé comme il devait l'être sur l'avion. Les mouvements du pilote sur le manche pouvaient être reproduits et leurs effets analysés. Sur le même banc d'essai, de larges disques de métal simulaient la masse des ailerons et de la gouverne de direction. Des centaines d'heures de vol pouvaient être condensées en un court laps de temps. Sur la plateforme de test du système hydraulique, le train d'atterrissage fut testé sous des charges simulant les vrais vols. Les portes de la soute à bombe furent ouvertes et fermées des centaines de fois
pour s'assurer qu'elle fonctionnait parfaitement bien avant que l'avion ne vole. Un autre banc d'essai fut construit pour étudier l'installation des réacteurs et pour tester les pressions et températures. Des bouts de laine attachés dans les entrées d'air étaient là pour visualiser le flux d'air. On constata que le long tunnel d'entrée d'air de Vulcan atténuait les perturbations du flux d'air dont chaque paire de réacteurs était alimentée en air de façon identique. En raison des altitudes extrêmes où le Vulcan devait évoluer, des recherches spéciales étaient indispensables pour la cabine pressurisée. Elle fut complètement immergée dans un réservoir plein d'eau et on lui appliqua une pression de l'intérieur. Ces tests étaient une garantie pour la sécurité des équipages. Des recherches spéciales furent aussi conduites sur les vitres du cockpit, qui furent testées jusqu'à leur destruction. Des panneaux vitrés furent montés sur un cadre qui représentait le pare-brise, et l'assemblage fut mis sous pression. Un indicateur fut connecté à la surface vitrée par un câble très fin. Alors que le point de rupture approchait, le fluide peut être vu s'échappant des joints plastiques qui délimitaient les plaques vitrées. Un avion complet fut assemblé pour les tests structuraux et supporta brillamment des charges supérieures aux exigences. Le samedi 30 août 1952, le premier prototype du Vulcan était prêt à s'envoler. 4 ans et demi de travail intensif avaient été nécessaires à la conception de cet avion. À la différence de la mise à l'eau d'un navire, le premier vol d'un avion n'est pas un événement ni une cérémonie. Les seules personnes présentes faisaient partie des équipes de l'entreprise, pour qui ce jour était important. C'était un énorme avion et véritablement différent de tous ceux qui avaient volé avant. Mais son pilote d'essai, en raison de son expérience avec les 707, était confiant. Il avait déjà volé pas mal d'heures sur des deltas. Woodford Tower 698, Woodford Tower, reading you loud and clear. 698, taxi clearance. Clear to taxi, runway 26. Takeoff. 698, Woodford Tower, cleared for takeoff. J'étais là ce samedi matin, attendant que les choses se passent. Il y avait eu une tempête la veille et on avait craint pour la sécurité du pilote. Mais il n'en était rien. Et ce samedi matin, le Vulcan est arrivé et s'est approché face à moi. J'ai vu la roue avant se soulever, puis j'ai vu les trains principaux se soulever par l'avant et il était juste à ma hauteur lorsque le train était complètement détaché du sol. J'ai donc vu les premiers centimètres du premier vol du premier Vulcan et j'ai pleuré comme un gosse.
Seulement 3 jours après ce vol, le prototype fit une apparition plus que remarquée au salon de Farnborough. Falk était seul à bord. Son avion de 50 tonnes le permettait. C'est une chose de construire un prototype. C'en est une autre de mettre l'avion en production de série. La production est une notion clé aujourd'hui. Mais je ne pense pas que ça nous ait dérangé tant que ça. Nous avions une équipe de 9000 hommes à cette époque. Nous en avions eu 40 000 pendant la guerre et nous avions une administration de production et de pré-production très efficace. La production du Vulcan avait été pensée alors que l'avion n'était encore qu'un trait de crayon. 50 000 outils spéciaux devaient être conçus pour mettre en l'air le premier squadron de Vulcan. Nous voyons ici une plateforme d'assemblage des nervures. Chaque nervure avait une place spécifique. Toutes les capacités des presses d'Avro étaient utilisées pour participer à la production. Dans cette presse de 5000 tonnes, plusieurs pièces importantes pouvaient être produites en une seule fois, ce qui abaissait également les coûts. Une procédure spéciale a été adoptée pour faire un longeron courbe, une des pièces essentielles de la structure. Cette machine a été conçue et fabriquée par Avro pour enrouler le longeron. C'étaient toutes des techniques existantes, mais pour rester au premier rang, de nouvelles idées devaient être développées afin d'améliorer constamment les performances de l'avion. Chez Avro, beaucoup de temps et d'efforts étaient consacrés au développement des structures plus légères et plus solides. Ces pièces en sandwich de nid d'abeille, qui avaient toutes ces qualités, étaient en production pour le Vulcan. Ici, vous pouvez voir la fabrication d'un panneau en structure en nid d'abeille. Les pièces sont rivetées ensemble et placées à l'intérieur d'un sac duquel on enlève l'air. L'adhésif, qui a été précédemment appliqué sur les surfaces internes des pièces, est ensuite activé dans un four. Donc ce carénage de train d'atterrissage, par exemple, est plus léger et plus solide qu'un autre fabriqué par des méthodes plus conventionnelles. Il en était ainsi de toutes les parties du Vulcan. Le chargement des bombes est à la fois simple et rapide. Le système Twin Jack permet que la procédure de chargement soit accomplie depuis le sol. Les têtes des vérins sont insérées à chaque extrémité du chariot, puis sont mis en extension jusqu'à ce qu'ils s'engagent dans chaque arc de bombe. Les vérins sont ensuite retirés avec le chariot. Cette méthode de chargement évitait d'avoir à les suspendre par au-dessus ou en se tenant sur les ailes ou le fuselage, au risque d'endommager la surface de l'appareil. Toute l'opération pouvait être effectuée directement sous l'avion, ce qui signifiait que le chargement était possible par n'importe quel temps et même de nuit sans éclairage particulier. Les armuriers étaient à même de contrôler si les bombes étaient à poste sans problème. Aussitôt que le chariot est verrouillé en position, les vérins sont retirés. Jusqu'à 10 bombes peuvent être chargées sur un Vulcan avec un seul chariot. C'est une autre réussite du Vulcan. Le premier chariot peut supporter plus de 2 rangées de bombes. La soute à bombe du Vulcan peut emporter 3 de ces chariots. Ce qui signifie que la charge d'un Vulcan peut passer de 21 bombes de 1000 livres à 30 bombes de 1000 livres. Une charge de 60 bombes peut ainsi être transportée par 2 Vulcans au lieu de 3. L'ingéniosité combinée à une excellente conception de l'avion ont donné naissance à un avion doté d'une immense capacité de frappe. Toutes les énergies engagées pour concevoir et construire un si bel appareil, conforme aux spécifications, ne suffisent pas toujours.
Peter Sutcliffe, le chef aérodynamicien, explique comment le Vulcan pourra effectuer bien d'autres missions sans modification majeure. La séparation des flux est l'une des choses les plus difficiles pour le vol transsonique. Et des solutions peuvent être apportées en soignant les formes de l'aile, à la fois en plan et en section, spécialement au niveau des extrémités. L'aile de départ du Vulcan a été modifiée en augmentant la corde d'environ 20% dans cette zone et en augmentant la corde vers l'avant et l'arrière par rapport à l'incidence locale. Cette simple modification, qui permet à l'air de passer plus calmement à la surface supérieure de l'aile, a des incidences bien plus importantes que celles possibles avec l'aile de départ. Tous les Vulcans de production sont équipés avec ce bord d'attaque et sont capables de profiter de tous les avantages donnés par ces moteurs, capables d'une poussée statique de 6000 kg au niveau de la mer. Si nous considérons maintenant les bénéfices d'une altitude supérieure à celle possible avec des réacteurs d'une plus grande puissance, alors nous devons envisager de plus importantes modifications. Ce diagramme montre l'étendue de telles modifications. Mais même ici, on peut voir qu'une partie considérable des structures est laissée intacte. La seule partie de l'aile affectée par ces modifications est celle au-delà des plans de profondeur. C'est la facilité avec laquelle des modifications de cette sorte peuvent être envisagées qui donne à la formule delta sans queue son grand potentiel de développement. Et encore une fois démontre que le Vulcan était une base valable pour un bombardier rapide à haute altitude. Dans le but d'aider les ingénieurs par des recherches fondamentales afin d'affronter les problèmes qui les attendaient, la compagnie a investi d'importantes sommes dans des équipements capitaux. Des études délicates et compliquées sur les effets de la température étaient indispensables. Un caisson pressurisé a donc été installé pour reproduire les conditions extrêmes de pression et de température dans lesquelles non seulement le Vulcan, mais aussi beaucoup d'avions dans le futur allaient évoluer. Les mécanismes des avions pouvaient y être étudiés à des températures de moins 70 degrés et à des pressions équivalentes à celles qui règnent à une altitude de 75 000 pieds, 25 000 mètres. Certains simulateurs pouvaient indiquer aux ingénieurs de façon précise comment leurs idées allaient influer sur le contrôle de l'appareil et sur l'écoulement de l'air contre les surfaces de l'avion en vol. Ici, on simule les turbulences provoquées par une vidange rapide des réservoirs, qui, dans certaines conditions, peut entraîner l'avion en piqué. En plus de ces outils, on trouvait l'ordinateur le plus avancé de l'époque, surnommé le cerveau électronique. Auparavant, les problèmes étaient traduits sur des cartes perforées qui alimentaient l'ordinateur. Des calculs qui pouvaient alors prendre des mois ne nécessitaient plus que quelques minutes. Même les maquettes utilisées dans la soufflerie supersonique étaient construites en métal et finies à la main. Dans ce tunnel, on pouvait atteindre une vitesse supérieure à Mach 1,6. Et Avro construisit une troisième soufflerie utilisée pour des recherches sur des vitesses de l'ordre de Mach 3,5. L'appareil est mis en position. Les observateurs attendent l'apparition de l'onde de choc sur l'écran.
Le Vulcan entra en service dans la RAF. Ce qui avait commencé comme un coup de crayon dans les bureaux d'Avro était devenu une arme formidable dans les mains des pilotes du Bomber Command les plus expérimentés. Le sous-secrétaire d'État déclara que le Vulcan était équivalent, si ce n'est meilleur, que n'importe quel autre bombardier dans le monde. Cet avion fut suivi par une seconde version, le Vulcan Mark II. Cette version avait des performances supérieures en termes de distance franchissable, de vitesse, d'altitude et de capacité d'emport. La puissance de feu du Vulcan était augmentée par la bombe Avro Standoff, peut-être le facteur le plus important dans le rôle que l'avion était destiné à jouer. Cette bombe d'idée, conçue et construite par Avro, avait d'énormes avantages. Le Vulcan, bien sûr, devint une plateforme de lancement de missiles. Le Vulcan tint une position clé dans les défenses de première ligne anglaise. La RAF avait maintenant un avion héritier d'une longue tradition et un brillant avenir devant lui. Les premiers exemplaires de Vulcan à entrer en service étaient au nombre de 12 et allèrent à Lincoln dans ce que nous appelions les squadrons 40. Et ensuite furent basés autour de Lincoln, Connorsby, Waddington, Scampton, etc. La plupart des Vulcan étaient basés dans les régions de Waddington et du Lincolnshire au départ. Puis certains furent affectés à Gibraltar et jusqu'à Malte, je crois. Le Vulcan entra en service avec la RAF en mai 1956 avec le squadron 230 et ensuite au squadron 83 à Waddington. Il équipa ensuite les squadrons 27, 44, 50, 101
et le célèbre squadron des briseurs de barrage, le 617e. Les Vulcain de la RAF étaient désignés Vulcain B Mark I. Avec l'apparition des nouveaux réacteurs Olympus 200, plus puissants, qui volèrent initialement sur le Vulcain B1 au salon de Farnborough, le développement du Vulcain B2 devint possible. La puissance supplémentaire disponible allait permettre un plafond opérationnel plus élevé au Vulcain et de plus rendait possible l'emport d'une plus grande charge, tel le tout nouveau missile stand-off Blue Steel ou le Skybolt. Avro avait commencé les tests du Skybolt pour les USA. Les données leur étaient transmises. Le comportement du missile lors du largage fut observé et démontra des qualités satisfaisantes. On étudia l'écoulement de l'air autour de l'Astro-Tracker et on l'utilisa sur l'avion. Le 17 avril 1961, le premier des 8 missiles inertes arriva de chez Douglas comme prévu.
Les missiles étaient équipés de la nouvelle tête cylindrique à la place de la tête sphérique. Alors que le lanceur avait passé tous les tests avec succès, des essais furent conduits pour s'assurer que le lanceur et le pylône du Vulcan n'interféraient pas avec le système de largage et ne causeraient pas de largage intempestif. Le 26 septembre, les missiles furent réinstallés sur l'avion en vue des essais magnétiques et l'avion fut remorqué vers le banc d'essais magnétiques. Bien que les missiles inertes n'étaient pas représentatifs du Skybolt opérationnel, d'un point de vue magnétique, ils contenaient de grandes quantités de métal qui étaient supposées donner plus de déviation magnétique que le Skybolt final. Des caméras en bout d'aile étaient également installées pour s'assurer qu'en dépit de leur proximité avec les protections des compas, ils seraient acceptés pour les essais. Aucun missile ni aucune caméra ne produisait de déviation excessive, et les erreurs étaient facilement compensées par les ajustements normaux du compas. Aucune difficulté ne fut signalée pour les opérations normales et des arrangements furent pris pour une surveillance constante du compas lorsque les missiles seraient prêts. Le 28 septembre, l'avion fut autorisé à voler. Mais à la vue de l'important travail effectué dessus depuis son premier vol, il fut considéré comme plus prudent d'effectuer un vol initial sans missile mais avec les pylônes installés. Le vol donnerait une indication des effets possibles des missiles sur la maniabilité de l'avion en vol. Le vol fut un succès et ne révéla aucun changement. Le jour suivant, le 29 septembre, les missiles furent installés sur l'avion. Les tests de sécurité nécessaires sur le système de largage furent effectués, l'installation finale complétée et l'avion autorisé pour un premier vol équipé de 2 missiles Skybolt inertes. Le programme de ce premier vol fut d'explorer les effets du missile sur les caractéristiques de vol de l'avion. Et si le pilote était satisfait, d'augmenter la vitesse jusqu'à un nombre de Mach et à une altitude aux limites du certificat de navigabilité, c'est-à-dire 300 nœuds indiqués et 50 000 pieds. Le 29 septembre, l'avion décolla pour son premier vol avec missile, 2 jours avant la date prévue. Le compte-rendu du pilote après l'atterrissage d'un vol d'1 heure et 15 minutes fut que le programme de vol avait été couvert et qu'il était littéralement impossible de percevoir des différences dans le comportement de l'avion. Pendant les 7 vols suivants, avec 2 missiles et 2 vols de plus avec un seul, la totalité des paramètres de vol avait été explorée et les données fournies par les instruments avaient montré qu'il n'y avait aucun problème à opérer avec des missiles Skybolt.
Pendant le début des années 60, le ravitaillement en vol, qui avait été l'objet d'essais sporadiques bien avant la guerre, fut introduit dans la force V de la RAF. Non seulement afin d'augmenter son rayon d'action, mais aussi parce que des ravitailleurs prépositionnés en vol pouvaient remplacer des escales intermédiaires, toujours coûteuses. Plusieurs vols longue distance spectaculaires avec des ravitaillements en vol montrèrent les incroyables capacités du Vulcan à atteindre n'importe quelle zone isolée de la Terre en moins d'une journée, avec par exemple le vol de 14 000 km en 7h30 entre l'Angleterre et Karachi et retour par un Vulcan du 617e Squadron, suivi par un vol entre Scampton et Sydney, sans escale, en 20h et 3 minutes. D'autres participèrent aux opérations Skull Shield et Western Ranger, qui étaient essentiellement des exercices à longue distance, souvent en partenariat avec l'US Air Force. En 1962, un Vulcan des squadrons basé à Scampton s'envola pour la Nouvelle-Zélande pour participer aux célébrations du 25e anniversaire de la Royal New Zealand Air Force. Au cours du vol retour, le Vulcan du 617e Squadron établit un record de vitesse entre Goose Bay et Scampton de 3h46 à une vitesse moyenne de 1050 km/h. En mai 1962, il y eut un incident qui renforça les doutes existants quant au futur de la V-Force anglaise et son avenir comme plateforme principale de lancement des missiles nucléaires. En effet, un pilote américain à bord d'un U-2 avait été descendu au-dessus de la Russie. C'était une indication claire des rapides progrès des missiles air-sol russes. Une telle défense risquait de constituer une menace pour la viabilité et l'efficacité des V-bombers. La Royal Navy avait émis une directive selon laquelle la force nucléaire britannique serait basée sur les missiles sous-marins Polaris, mais qu'il était essentiel de conserver la V-Force, c'est-à-dire les bombardiers Vulcan, Victor et Valiant, opérationnels pour les 5 à 6 ans à venir, jusqu'à ce que la flotte de Polaris soit en service. La seule alternative pratique aux attaques à haute altitude était de développer les opérations de bombardement à très basse altitude. En effectuant des missions à grande vitesse et à basse altitude, les bombardiers V pouvaient toujours atteindre leur cible, mais en volant sous les défenses radars. Donc, en dépit de tout l'entraînement à haute altitude reçu jusqu'alors, poussant l'avion à ses limites, les équipages de Vulcan affrontèrent différents défis au cours de missions dont les profils étaient haute altitude, basse altitude, puis à nouveau haute altitude. La peinture blanche fut abandonnée au profit d'un camouflage plus conventionnel. Les squadrons de Vulcan adoptèrent un nouveau système d'alerte au terme duquel chaque squadron gardait un équipage en alerte prêt à n'importe quel moment. Connus au sein de l'OTAN comme force de réaction rapide d'alerte, ces équipages étaient prêts en 15 minutes. Toutefois, les équipages des V-bombers avaient poussé le système à un tel degré qu'à n'importe quel moment, il pouvait décoller en moins de 4 minutes. Un autre événement important pour le Vulcan survint à cette époque. L'avion fut utilisé comme banc d'essai volant pour le développement des réacteurs des futurs avions avec le réacteur d'essai monté en point ventral. Des réacteurs Rolls-Royce et Olympus étaient testés pour des avions expérimentaux, dont le TSR-2 qui s'avéra être un échec. Puis ils furent assignés au travail de développement pour le Concorde, avec plus de 400 heures d'essai du Olympus 593 avant que le supersonique puisse voler. Les réacteurs Rolls-Royce Turbo Union du Tornado furent également testés sur un Vulcan. En 1968, les Polaris et les Vulcan B1 furent retirés du service et les squadrons furent rééquipés du Vulcan B Mark II. Tandis que certains Vulcan accomplissaient des missions de bombardement conventionnelles, d'autres étaient modifiés pour la reconnaissance stratégique à longue distance, une mission effectuée auparavant par les Victor. Mais la plupart avaient dû être retirés du service à la suite de problèmes structurels causés par le vol à basse altitude. Tout au long des années 70, des détachements de Vulcan furent basés au Proche-Orient, à Chypre. D'autres s'aventurèrent plus loin encore pour des exercices militaires majeurs, comme en Louisiane, pour la compétition de bombardement et de navigation de l'US Air Force. Face aux B-52 et F-111, les Vulcan remportèrent 2 des 3 trophées possibles. La livraison du premier Vulcan B2 à l'école du régiment des pompiers de la RAF à Catterick, le 9 juin 1981, marqua le commencement de la fin d'une ère, le début du retrait de service du Vulcan. Le sort de ces avions était alors scellé.
Cependant, au crépuscule de sa carrière, le Vulcan, pour la toute première fois, eut à remplir la mission pour laquelle il avait été conçu, le bombardement réel d'une cible ennemie. Et cet ennemi, c'était l'Argentine. La guerre, celle des Malouines. Le 1er mai 1982, à partir de la base de Windhoek, sur l'île de l'Ascension, deux Vulcan décollèrent en direction de l'aérodrome de Port Stanley, aux Malouines. Un Vulcan fit demi-tour en raison d'un problème technique, mais l'autre effectua un vol de 5500 km grâce au ravitaillement en vol pour larguer avec succès 21 bombes de 1000 livres sur la piste de Port Stanley. L'opération Black Buck fut suivie par une autre remarquable attaque à longue distance contre les forces argentines et la piste opération Black Buck 2 qui causa également de considérables dommages aux installations de l'aérodrome. Un autre Vulcan, équipé avec 2 missiles anti-radar, détruisit le principal radar argentin sur l'île au cours de l'opération Black Buck 5. Lors de l'opération Black Buck 6, un Vulcan attaqua d'autres installations radar. Mais sur le trajet retour, la perche de ravitaillement en vol se brisa et il fut forcé de se dérouter vers Rio de Janeiro. Il y passa une semaine avant d'être autorisé à redécoller, et seulement après que la RAF promit de ne plus l'utiliser au cours du conflit. Au début de 1984, le dernier squadron de Vulcan, le 50e squadron, fut dissous. Tous les avions avaient été retirés du service, mis à la ferraille ou dans des musées ou montés en stèle. Cependant, jusqu'en 1992, un Vulcan survécut, basé à Wellington et appartenant à l'escadrille de démonstration de la RAF. Ce majestueux avion a continué à faire vibrer les foules pendant les meetings aériens. Il rappelait à tous qu'il était le tout premier bombardier à aile delta. Alors qu'il n'a connu son baptême du feu qu'à la toute fin de sa longue carrière, la vraie valeur de ce magnifique avion a été d'être une menace constante, en état d'alerte permanent. Il a joué un rôle déterminant dans l'équilibre de la terreur nucléaire au moment le plus crucial de la guerre froide, donnant à l'Angleterre une crédibilité dans les affaires internationales qu'elle n'aurait pas eue sans lui.
La RAF a rendu au Vulcan un dernier hommage afin de marquer la fin d'une époque. Nous avons organisé une réunion avec tous ceux qui, dans l'Air Force, ont eu à faire quelque chose avec le Vulcan. Nous avons visité toutes les vieilles bases et les centres de commandement d'où l'avion opérait. Ce fut un moment de grande émotion car c'était vraiment la fin d'une époque. Les équipages étaient plus que prêts à effectuer toutes les missions, et l'avion aussi.